Bien, merci beaucoup. Et tout d'abord, je remercie chaleureusement la province de Liège, l'organisation, tout d'abord de m'avoir invité, mais surtout de consacrer toute cette soirée au diabète. On l'a dit, c'est un sujet extrêmement important et j'espère que ça vous permettra d'obtenir certains renseignements sur cette affection, on l'a déjà dit, extrêmement fréquent. Donc j'avais un fauteuil pour respecter les prérogatives de Calogero. Ma conférence debout, je vais peut-être un peu marcher aussi, un peu trottiner en parlant. Donc le diabète de type 2, j'ai intitulé mon exposé « Une nouvelle épidémie, point d'interrogation, peut-on la prévenir ?» Alors, la première question, la réponse est facile. Je montre souvent cette diapo quand je commence un exposé sur le diabète de type 2. En 1995, voilà le nombre de patients diabétiques qu'il y avait au niveau du mondial. À gauche, vous voyez, donc il y avait grosso modo 120-130 millions de personnes diabétiques, en partie dans les pays développés, en partie dans les pays en développement. Et donc en 1995, on faisait une prospective, on disait « oulala, ça va être terrible ». Dans 30 ans, en 2025, il y aura presque 300 millions de personnes diabétiques, très augmentées dans les pays en développement, mais également dans les pays développés. On l'a dit, la situation a largement évolué depuis, puisque vous voyez que en 2021, donc il y a 2 ans, on est déjà largement au-dessus des prévisions, largement au-dessus de 530 millions de personnes diabétiques dans le monde. Et donc la perspective de 95 est très déplacée. On estime que la prévalence, donc le nombre de personnes diabétiques depuis 80, a au moins doublé. Et vous voyez que les perspectives pour 2045, on serait à 783 millions de personnes diabétiques, dont l'immense majorité seront des diabétiques de type 2. Je vais revenir à la distinction des différentes formes de diabète. Le diabète va devenir une maladie extrêmement prévalente et va également engendrer, puisque c'est ça le problème du diabète, un grand nombre de décès, puisque le diabète maltraité peut se compliquer et entraîner une morbimortalité très importante. Et notamment, dans le diabète de type 2, ce qui va surtout entraîner la mortalité, c'est la mortalité cardiovasculaire et surtout la mortalité cardiaque. Et on sait très bien que suite à l'augmentation du diabète, alors que les maladies cardiovasculaires étaient plutôt en train de stagner, voire légèrement décroître, on voit une remontée due à l'augmentation des personnes diabétiques. Et c'est un peu l'objet de la conférence aujourd'hui. Bien sûr, lorsque le diabète est installé, il faut le soigner, mais vous allez voir qu'il y a quand même des moyens de retarder, voire de prévenir l'apparition du diabète, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Alors tout d'abord, quelques définitions, quelques notions de base concernant le diabète. Parce que c'est vrai que le diabète, on en parle souvent, mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que les choses ne sont pas parfaitement claires. En fait, lorsqu'on parle de diabète, il faudrait plutôt parler de diabète sucré. D'un point de vue étymologique, le mot diabète, ça signifie passer à travers, parce que les premières descriptions qui datent du temps des Égyptiens, en examinant ou en tout cas en regardant les personnes diabétiques, avaient l'impression que lorsqu'ils buvaient, l'eau les traversait et ils les urinaient l'eau directement en fonction justement du taux de sucre trop élevé. Donc diabète, ça signifie passer à travers, et à ce moment-là, il n'y avait pas de biologie, on goûtait les urines et on s'apercevait qu'elles étaient sucrées, donc on parle de diabète sucré. Il y a différentes formes de diabète, mais beaucoup plus rare que le diabète sucré, diabète calcique, diabète insipide, je n'entre pas dans les détails. Et c'est vrai que lorsqu'on utilise le mot diabète, on considère que c'est le diabète sucré. Certainement qu'il existe d'autres formes de diabète, mais clairement, le diabète sucré est le plus fréquent. Et donc le diabète, c'est quoi? La définition est reprise ici. C'est un ensemble de désordres métaboliques caractérisés par une hyperglycémie. Alors une hyperglycémie, c'est quoi? C'est une augmentation de glucose dans le sang. En fait, dans notre sang, nous avons du glucose. C'est très important parce que tous nos tissus, notre cerveau, nos muscles, notre cœur utilisent du glucose pour les besoins énergétiques. Donc le glucose est indispensable. Et donc le glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Et en fait, cette glycémie, elle doit être stable. Il en faut, bien sûr, parce que s'il n'y en a pas, c'est très dangereux, mais il n'en faut pas trop. Et en fait, le diabète, c'est quoi? C'est une hyperglycémie, c'est donc un excès de glucose dans le sang qui est lié en fait à un problème lié à une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone, c'est une substance qui est produite dans une glande et qui va agir à différents niveaux. Et donc l'insuline, elle est produite par une glande qui se situe à l'arrière de la cavité abdominale, qui s'appelle le pancréas. Et dans le diabète, eh bien, cette hormone, cette insuline, qui, si vous voulez, régule, contrôle les niveaux de glucose, contrôle la glycémie, eh bien, cette insuline n'est plus produite suffisamment, ou elle est produite plus ou moins suffisamment, mais elle n'agit plus convenablement, donc son action est entravée. Et donc c'est la combinaison entre une insuffisance de production et une insuffisance d'action de l'insuline qui va aboutir à cette hyperglycémie qui caractérise le diabète.
Alors, comment est-ce qu'on fait un diagnostic de diabète? Ça, c'est un peu médical, mais je pense que c'est important et c'est ce qu'on fait ici à côté. En fait, c'est très facile de diagnostiquer un diabète. Il suffit de faire une prise de sang et une prise de sang à jeun. Et donc, vous faites une prise de sang à jeun. Malheureusement, on ne voit pas tout à fait la gauche de la diapo. La prise de sang à jeun et on mesure donc le taux de sucre dans le sang. Et à partir du moment où votre valeur est inférieure à 100 mg par décilitre ou 1 g par litre, c'est la même chose. C'est tout à fait normal. À partir du moment où la valeur est égale ou supérieure à 1,26 g ou 126 mg par décilitre, c'est la même chose, eh bien on considère que la personne est diabétique. Donc vous voyez que le diagnostic de diabète, il est extrêmement simple. Une simple prise de sang à jeun suffit. Généralement, il faut faire une seconde pour vérifier si la valeur était bien bonne. En général, la glycémie, c'est une mesure qui est facile et qui est très reproductible. Donc généralement, une seule valeur suffit. Il faut en faire notamment une seconde pour en être complètement sûr. Donc, diagnostic de diabète, valeur à jeun égale ou supérieure à 126. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le 100 et le 126? Puisque 100, c'est normal, 126, c'est le diabète. Eh bien, entre 100 et 126, c'est ce qu'on appelle pas tout à fait correctement le prédiabète. Donc, c'est une valeur qui n'est pas tout à fait normale, mais qui est une valeur anormale, qui n'est pas diabétique. Mais je dirais un bon nombre de ces personnes qui sont entre 100 et 126 vont devenir diabétiques par la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce prédiabète? Parce que c'est précisément à ce moment-là qu'on va pouvoir être très actif. Parce que plus on va pouvoir intervenir tôt en termes de prévention avec les méthodes préventives, notamment hygiéno-diététiques dont je veux parler, eh bien plus on va retarder l'apparition vers le diabète franc qui se caractérise, je le répète, par une valeur à jeun de sucre, de glucose égale ou supérieure à 126 mg par décilitre. Ça, c'est le diagnostic. Alors maintenant, il y a plusieurs types de diabète sucré. En fait, il y a 4 grandes formes de diabète sucré. La première dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, qu'on appelait avant le diabète insulinodépendant, c'est un diabète qui apparaît généralement avant l'âge de 20 ans. L'immense majorité des diabétiques de type 1 sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Et donc, ce sont des diabétiques qui, eux, sont vraiment caractérisés par un défaut de production d'insuline. Et donc, rapidement, quasi immédiatement, il faut donner de l'insuline à ces jeunes patients, à ces enfants, pour les traiter. Ça, c'est le diabète de type 1. Vous voyez que ça représente grosso modo 10% des patients diabétiques. Donc, en Belgique, il y a entre 35 et 40 000 diabétiques de type 1. La deuxième forme, c'est dont on va parler aujourd'hui, c'est le diabète de type 2. Vous voyez que la grande majorité des personnes diabétiques que l'on suit, 85%, 90%, ce sont des diabétiques de type 2. Je vais y revenir en détail. Et puis il y a deux autres formes dont je ne parlerai pas, ce qu'on appelle les diabètes secondaires. En fait, il faut savoir que toute une série de maladies peuvent se compliquer de diabète, notamment de certaines maladies endocriniennes, de la thyroïde, de la surrénale, se compliquent de diabète. Et donc, ce sont des diabètes secondaires à la maladie. Ça veut dire que si on arrive à traiter la maladie, le diabète disparaît. Une autre forme, une autre cause de diabète secondaire bien connue, c'est celle liée à l'utilisation de certains médicaments. C'est bien qu'on utilise parfois de la cortisone à forte dose pour différents traitements, notamment dans certaines maladies rhumatismales, dans l'asthme, éventuellement dans le cas pour prévenir des rejets lorsqu'on a des greffes d'organes. Eh bien, il faut savoir que la cortisone, les corticoïdes, lorsqu'ils sont utilisés à forte dose, peuvent engendrer un diabète, qui est donc un diabète secondaire. Et donc, si on arrive à diminuer, voire interrompre la prise de cortisone, le diabète disparaît. Et puis, dernière forme de diabète dont je ne parlerai pas, mais qui est également très importante, c'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel. C'est donc un diabète qui apparaît pendant la grossesse, donc il n'est pas présent avant la grossesse, qui apparaît pendant la grossesse, généralement vers le 6e mois, et qui disparaît au terme de la grossesse. Alors, ce diabète gestationnel, il est important à connaître parce qu'il est fréquent. Il concerne grosso modo 10% des femmes enceintes. Il est important à connaître parce que s'il n'est pas bien traité, il va entraîner toute une série de complications, notamment obstétricales, puisque les enfants vont être beaucoup trop gros. Et donc, au moment de l'accouchement, ça va être compliqué. Et puis, d'autre part, comme ils sont trop gros, ils vont naître prématurément. Alors, ce sont des gros bébés, mais c'est un peu des colosses aux pieds d'argile, parce que même s'ils sont très gros, leur maturation, notamment pulmonaire et cérébrale, n'est pas correcte, et ça va engendrer toute une série de complications. Donc, très important à diagnostiquer. Et donc, normalement, maintenant, toutes les femmes enceintes, au 6e mois, on recherche le diabète gestationnel par un test d'hyperglycémie provoquée. C'est aussi important à connaître, ce diabète gestationnel, parce que même si le diabète disparaît à la fin de la grossesse, le risque pour ces femmes qui ont fait un diabète gestationnel de devenir diabétique par la suite est important. On estime que grosso modo, une femme qui a fait un diabète gestationnel, une femme sur 2 développera un diabète dans les années ou les décennies plus tard, essentiellement d'ailleurs une forme de diabète de type 2. Donc, ce qu'on va discuter, c'est le diabète de type 2. Donc, le diabète de type 2, je vous le dis, c'est la grande majorité des diabètes rencontrés. 5 à 8%
de la population, donc environ 8,5% de la population adulte. Vous voyez qu'en Belgique, on estime qu'il y a entre 400 et 600 000 personnes diabétiques de type 2, c'est-à-dire 10 fois plus que le diabète de type 1. Et au-dessus des 70 ans, vous voyez que presque 20% des personnes de plus de 70 ans présentent un diabète. Le diabète est souvent diagnostiqué de type 2 est le plus souvent diagnostiqué après l'âge de 50 ans, même si c'est vrai, on rencontre des formes de plus en plus précoces, mais enfin la majorité des patients, ça reste quand même après l'âge de 50 ans. Alors avant, on disait, c'est vrai que pour un diabétique de type 2 connu, il y avait un méconnu. C'est peut-être un peu exagérant, on considère que c'est plus ou moins 1 sur 3, mais c'est quand même évidemment considérable. Ce qui est problématique, c'est que le diagnostic de diabète de type 2 se fait souvent tardivement. On estime que lorsque le diagnostic se fait, le diabète évolue depuis une dizaine d'années déjà. Or, pendant ces 10 ans où le diabète a été tout à fait asymptomatique, malheureusement, il a été déjà très péjoratif. Il peut déjà provoquer toute une série de complications. Donc, le diagnostiquer plus précocement est extrêmement important. Je vous l'ai dit, l'apparition est de plus en plus précoce. On a même maintenant des adolescents qui deviennent diabétiques de type 2, liés à une obésité très importante, à une sédentarité très importante. Enfin, l'immense majorité des personnes qui ont un diabète de type 2 présente un excès pondéral, voire une obésité, raison pour laquelle, dans le temps, on appelait la forme de diabète de type 2 le diabète gras, ce qui n'est pas une très bonne appellation, mais c'est vrai que le poids joue un rôle très très important dans l'apparition du diabète de type 2, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Alors, quelques mots pour vous dire comment le diabète de type 2 apparaît. Vous voyez que j'ai mis ici en balance l'effet de la génétique, des gènes, c'est en rouge, et l'effet de l'environnement. L'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le poids, l'activité physique. Il faut savoir que certaines formes de diabète apparaissent très très précocement dans la période néonatale chez le jeune enfant. Ces diabètes-là sont dits monogéniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gène qui est atteint, il y a une mutation sur un gène. Cette mutation est extrêmement pathogène, c'est-à-dire va provoquer la pathologie. Et c'est des diabètes qui sont vraiment liés à une mutation monogénique et qui entraînent généralement un diabète extrêmement précoce. Vous voyez qu'il y a une trentaine de gènes qui ont été identifiés et qui provoquent donc l'apparition d'un diabète vraiment dans la petite enfance. Et là, c'est souvent une hérédité qui est souvent dominante et on retrouve le diabète de génération en génération. Donc dans ce cas-là, la génétique a un poids déterminant. Et puis, à droite de la diapo, regardez, c'est notre diabète de type 2 commun. Vous voyez, plus de 97% des patients diabétiques de type 2 rentrent dans cette catégorie-là, à droite, où l'influence de la génétique est présente, mais beaucoup moins importante. Et vous voyez que l'influence de l'environnement est, elle, extrêmement importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diabète de type 2 a une origine génétique, mais qui est dit polygénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a différents gènes de prédisposition qui existent. C'est-à-dire que lorsqu'on les a, on ne devient pas forcément diabétique, mais ça va favoriser l'apparition du diabète si, par malheur, on développe un excès pondéral. Donc, c'est une maladie qu'on appelle génétique complexe, donc avec une série de gènes, il y en a beaucoup, vous voyez qu'il y en a plus de 110 qui ont été identifiés, mais qui individuellement entraînent une légère augmentation de la prédisposition. Mais si sur cette prédisposition, vous placez un environnement pathologique, c'est-à-dire un excès de poids, une sédentarité, ça développe le diabète. Donc, le diabète de type 2 reste une maladie avec prédisposition génétique. Et d'ailleurs, quand on interroge des personnes qui ont un diabète de type 2, qu'on les interroge sur leurs antécédents, ils disent systématiquement « mon père ou ma mère était diabétique de type 2, j'ai un frère ou une sœur ». Donc, on retrouve toujours dans la famille des antécédents. Il y a ce contexte génétique qui est favorisant, qu'on ne peut pas changer, mais ce qu'on va évidemment pouvoir changer, c'est l'environnement, et c'est là-dessus que je vais insister. Alors, le poids a un rôle extrêmement important, je vous l'ai dit. Alors, vous connaissez cet indice-là, le BMI, Body Mass Index, en français, on parle d'indice de masse corporelle. Je crois que tout le monde maintenant sait le calculer. Comment est-ce qu'on le calcule? Vous prenez votre poids, que vous exprimez en kilos, et vous le divisez par la taille en mètres au carré. Donc, si vous faites 80 kilos et 1,70 m, vous divisez 80 par 1,7 au carré, et vous obtenez un chiffre qui s'appelle le BMI. Donc, le BMI est considéré comme normal jusqu'à 25. Et vous voyez que le risque de devenir diabétique de type 2 lorsqu'on a un BMI inférieur à 25, il est extrêmement faible. Vous voyez que dès qu'on passe 25, 27, 30 et vous voyez 40 ici, le risque devient considérable. Donc tout ça pour dire que
l'excès de poids et l'obésité sont clairement des facteurs majeurs dans l'apparition du diabète de type 2. Et vous voyez que si vous avez un BMI, ça c'est une obésité déjà très importante, supérieure à 40 par kilo par mètre carré, le risque de développer un diabète de type 2 est vraiment très important. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un BMI très élevé vont développer un diabète de type 2 parce qu'il reste la prédisposition génétique dont je vous parlais. Donc si vous n'avez pas cette prédisposition génétique, même si vous développez un excès de poids considérable, le diabète n'apparaîtrait pas. Donc le poids joue un rôle très important. Et dans le poids, ce qui joue un rôle très important, c'est l'obésité qu'on appelle abdominale ou tronculaire. Donc vous avez un bel exemple ici. Donc comment est-ce qu'on mesure ça? C'est facile. On prend un mètre ruban, on le passe autour de sa taille. Et vous voyez que si vous avez une taille de guêpe, vous avez un tour de taille inférieur à 70. À nouveau, vous voyez le risque de devenir diabétique de type 2, il est extrêmement faible. En revanche, vous voyez que dès que ce tour de taille augmente, et donc si vous êtes une femme, parce que les valeurs ne sont pas exactement les mêmes chez l'homme et chez la femme, mais si vous êtes une femme et vous avez une valeur supérieure à 80 ou 88, le risque est très élevé. Chez l'homme, on considère le risque devient très élevé, au-dessus de 96 cm ou au-dessus de 102. Donc l'excès de poids, très important dans le développement du diabète de type 2, mais c'est surtout l'excès de poids à visée abdominale qui est extrêmement pathogène, extrêmement délétère et qui va favoriser le diabète de type 2. Bien. Je vous l'ai dit, un point important, c'est de diagnostiquer le plus tôt possible le diabète de type 2, puisque je vous l'ai dit, pendant 10 ans, il reste silencieux, et pendant ces 10 années-là, il y a toute une série de choses qui peuvent se passer. Alors, finalement, qui dépister? Alors, bien sûr, on peut dépister tout le monde, sauf qu'en pratique, ça ne se le fait pas. Alors, qui sont les personnes réellement à risque de développer un diabète de type 2? C'est d'abord l'âge, c'est 45 ans. Alors, c'est sûr qu'en dessous de 45 ans, on peut développer un diabète de type 2, et si on a moins de 45 ans, mais qu'on a un excès de poids considérable, ça vaut la peine de mesurer sa glycémie. Si on a plus que 45 ans, c'est un facteur de risque. En fait, il y a d'autres critères qui doivent alerter et qui doivent amener à faire une prise de sang pour mesurer la glycémie. 2 critères, et je les ai mis en gras ici, sont particulièrement importants. C'est le poids, on vient d'en parler. Donc un IMC supérieur à 25, donc un excès de poids, à un âge de 45 ans, c'est un facteur de risque. Et le deuxième facteur de risque extrêmement important, ce sont les antécédents familiaux. Donc le fait d'avoir dans sa famille un père, une mère, un frère ou une sœur diabétique de type 2. Donc si on a devant soi quelqu'un qui a 45 ans, qui a un excès de poids, même modéré, et qui a dans sa famille un diabétique de type 2, le risque que cette personne soit ou devienne diabétique de type 2 est extrêmement élevé et donc il faut faire une prise de sang. Alors peut-être que la personne ne sera pas encore diabétique, mais elle sera peut-être justement dans la fourchette dont je vous ai parlé, entre 100 et 126, et vous allez voir qu'à ce moment-là, on peut être extrêmement efficace pour prévenir, en tout cas retarder l'apparition du diabète de type 2. Alors, vous voyez qu'il y a toute une série d'autres facteurs que j'ai mis en plus clair, mais qui sont également des facteurs de risque qui doivent inciter à rechercher le diabète, la sédentarité, le fait, si on est une femme, d'avoir eu un enfant qu'on appelle macrosome, c'est-à-dire, pour faire simple, un enfant de poids supérieur à 4 kg, ben ça veut dire que ça, c'est pas tout à fait normal et qu'il y a peut-être eu un diabète gestationnel. Le fait que soi-même, on ait déjà des antécédents de prédiabète, c'est-à-dire qu'on dit, bah oui, on m'a déjà fait une prise de sang, on m'a dit que mon sucre n'était pas tout à fait normal, il faut le vérifier. Le fait, si on est une femme, d'avoir présenté un diabète de la gestation, à l'âge de 25-30 ans, si on a plus que 45 ans, ben là, il faut le rechercher, parce que je vous l'ai dit, le risque de devenir diabétique est important. Et si on a une maladie cardiovasculaire, si on a fait un infarctus, un AVC, c'est également un facteur de risque. Et puis également, je n'ai pas le temps d'insister, mais il y a toute une série d'ethnies qui sont particulièrement à risque, et c'est notamment les Américains s'intéressent plus à ça parce qu'ils en ont plus que nous, mais notamment les Afro- et Latino-Américains ont des prévalences de diabète bien plus importantes que les Caucasiens. Mais donc j'insiste en termes de dépistage, et vraiment ça devrait être fait chez tout le monde, le fait d'avoir plus de 45 ans, d'avoir un excès de poids et d'avoir des antécédents de diabète de type 2 dans sa famille, le risque de soi-même ou on soit diabétique est extrêmement élevé et donc il faut faire une simple prise de sang. Bien, alors maintenant on a diagnostiqué ce prédiabète, ce risque de diabète, qu'est-ce qu'on peut finalement faire pour empêcher que la personne devienne diabétique ? Alors je l'ai dit, les gènes, on ne peut pas les changer. Donc la prédisposition génétique, elle est là, on ne peut pas la changer. En revanche, ce qu'on peut changer, c'est le deuxième facteur, l'environnement, c'est-à-dire le poids et l'activité physique. Et je vous ai montré que là, toute une série de choses existent. Alors ça peut être des interventions pharmacologiques, des médicaments. Alors je les ai mis en clair, parce que ce n'est pas l'objet de
de la conférence. Alors ces interventions médicamenteuses, il y a toute une série d'études qui ont montré qu'elles étaient efficaces, mais clairement, ce qui est plus efficace pour prévenir le diabète chez les personnes à risque, c'est ce qu'on appelle les interventions hygiéno-diététiques, lifestyle en anglais, c'est-à-dire l'activité physique, l'alimentation, et on verra également que la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique, je vous montrerai des exemples, peut être un atout important. Bien. Quel type d'intervention hygiéno-diététique? C'est souvent une restriction, on en parlera tout à l'heure avec la diététicienne, une restriction calorique modérée. C'est-à-dire qu'on va essayer de perdre du poids. Je vous rappelle qu'on est ici avec des personnes qui ont un excès de poids. Donc on va essayer de leur faire perdre du poids. Et vous allez voir que même une perte de poids modeste est importante. Ça, c'est l'aspect quantitatif. D'un point de vue qualitatif, la conférence était intitulée « Moins de sucre », certainement moins de sucre, mais pas uniquement moins de sucre. On focalise beaucoup sur les sucres aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ça reste important, mais il y a d'autres choses dans l'alimentation qui sont très importantes et très néfastes, comme les acides gras saturés à longue chaîne, qu'on trouve notamment dans l'huile de palme, qu'on trouve dans notamment toute une série de produits animaux qui sont aussi, voire même plus délétères que ne le sont les sucres. Donc limiter ces sucres, limiter ces acides gras saturés, et puis effectivement, faire une activité physique régulière, donc idéalement 150 minutes par semaine, donc 30 à 40 minutes, idéalement 5 fois par semaine, c'est déjà 3, c'est déjà pas mal, mais vous voyez que la quantité est relativement importante. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est on préconise ça, mais est-ce que ça donne des résultats? Alors en clair, vous ne le voyez pas. Il y a des études déjà assez anciennes qui avaient déjà été faites en Chine, peut-être pas très parlantes pour nous, mais il y a des résultats d'études qui ont été faites beaucoup plus proches de nous, qui étaient nettement plus consistants et reproductibles. Et à ce niveau-là, il y a une étude qui a été faite dans les pays finlandais, en Finlande, qui était la DPS, et celle que je vais vous montrer, qui est la DPP, qui est une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux études ont été faites plus ou moins en même temps, mais de façon totalement séparée, et que les résultats sont strictement identiques. Je vais vous montrer l'étude DPP. Alors ça, c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude DPP? On a pris des personnes qui avaient un âge moyen, autour de 55 ans, et qui étaient prédiabétiques. Donc clairement, elles risquaient de devenir diabétiques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé en deux groupes. Dans un des groupes, on n'a rien fait du tout. On a dit continuez comme ça, vivez habituellement, ne faites rien de plus ni rien de moins. Excès de poids, peu d'activité physique. En revanche, dans l'autre groupe, là, on les a pris vraiment en charge. On leur a dit maintenant, mes amis, on va s'occuper de vous. Donc, ils ont été pris en charge médicalement, ils ont été pris par un coach, ils ont été pris en charge par une diététicienne ou un diététicien. Et donc, on les a vraiment coachés pour qu'ils perdent du poids et pour qu'ils aient une activité physique extrêmement régulière. Donc, c'était un suivi prospectif qui a duré au minimum 4 ans, régime, activité physique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici sur la diapo, vous voyez l'évolution du poids. Donc les deux groupes, le groupe en violet au-dessus, c'est le groupe dans lequel on n'a rien fait. Et bien le poids, évidemment, il n'a pas changé, puisqu'on n'a rien fait, il n'y avait pas de raison que le poids change. Et puis en vert, vous avez le groupe que j'ai appelé lifestyle, c'est-à-dire le groupe dans lequel on les a mis au régime, on a fait une activité physique et on a essayé d'obtenir une perte de poids. Qu'est-ce que vous voyez? C'est en termes de perte de poids, les 6 premiers mois, la première année, ça marche bien. Vous voyez que vous avez perdu 7-8 kilos, tout le monde était très content. Et puis, comme souvent avec les régimes et l'activité physique, on finit par se lasser, même si on continuait à les suivre de près. Et vous voyez que finalement, après 3-4 ans, la perte de poids était un peu décevante. Ils avaient perdu plus que le groupe dans lequel on n'avait rien fait, mais pas grand-chose. 4 kilos, on peut se dire, pour un excès de poids relativement important, perdre 4 kilos, c'est quand même pas très glorieux et les patients n'étaient probablement pas ravis. En revanche, ce qui était exceptionnel, c'est qu'on a regardé dans ces deux groupes de patients prédiabétiques le pourcentage de personnes dans lesquelles le diabète était apparu et le pourcentage dans lequel il n'était pas apparu. Donc vous avez au-dessus le groupe que j'ai appelé placebo, c'est-à-dire le groupe dans lequel on n'a rien fait. Mais vous voyez qu'après 4 ans, 35%, au moins près de 40% étaient devenus diabétiques. En revanche, chez ceux chez lesquels on avait obtenu une perte de poids modeste, eh bien, il y avait une réduction de près de 60%, 57% de l'apparition du diabète. Donc le fait d'avoir perdu du poids 4%, 4-5 kilos, ce n'était pas grand-chose, et d'avoir fait une activité physique régulière permettait de réduire de près de 60% l'apparition du diabète de type 2. Donc ça, c'est vraiment un message très très important, parce que lorsqu'on a en consultation des personnes qui disent j'ai un excès de poids, mes parents étaient diabétiques, je ne suis pas encore diabétique, mais qu'est-ce que je peux faire? On leur dit, vous essayez de perdre du poids, même quelques kilos, du moment que vous maintenez cette perte de poids, c'est extrêmement efficace. Et je n'ai pas montré les médicaments,
mais il n'y a aucun médicament qui a montré des résultats aussi efficaces que ça. Donc clairement, la perte de poids, même modérée, combinée à l'activité physique, est de loin le traitement préventif le plus efficace dans la prévention du diabète de type 2. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette étude DPP, elle a été poursuivie, c'est-à-dire qu'après 4 ans, on a arrêté le suivi, donc on a arrêté le coaching, l'activité physique, mais on a continué à voir ces patients chaque année pour voir ce qu'ils devenaient. Alors en termes de poids, rapidement, dès qu'on a arrêté la prise en charge excessive, ils ont repris leur poids qu'ils avaient auparavant, donc ils ont repris le poids du groupe dans lequel on n'avait rien fait. Donc la prise de poids, la perte de poids, elle s'est estompée. En revanche, ce qui est intéressant, on est après 15 ans, sur cette diapo, 15 ans, donc 15 ans après le début de l'étude, et cette étude a été terminée après 4 ans, donc même si on n'a rien fait pendant 10 ans, et même si le poids est revenu à la norme, mais vous voyez qu'après 15 ans d'évolution, encore près de 30% des personnes qui ont eu cette perte de poids pendant 4 ans, de 4 kilos, eh bien, il y a encore 30% de personnes qui ne devenaient pas diabétiques dans ce groupe-là. Donc ça veut dire que le fait d'avoir précocement perdu du poids et avoir de l'activité physique permet vraiment de prévenir l'apparition du diabète, et même longtemps après, mais il y a des chiffres à 15 ans, il y a maintenant des chiffres à plus de 25 ans, ou une vingtaine d'années en tout cas, eh bien les résultats sont les mêmes. On garde un effet extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment un message majeur de ce soir. La perte de poids, l'activité physique, c'est la meilleure prévention du diabète de type 2. Alors comment agit cette perte de poids? Ça, c'est un peu compliqué, mais c'est sûr que dans cette prévention du diabète de type 2, c'est la perte de poids qui joue le rôle principal, et on considère que perdre entre 5 à 7% de son poids est déjà très utile pour prévenir. Donc si vous avez quelqu'un qui fait 100 kg, il passe à 95 kg, il se dira c'est quand même pas grand-chose 5 kg, n'empêche que c'est important. Les nutriments, c'est surtout la diminution des graisses saturées qui a montré l'efficacité, et des fibres. Alors, j'en ai presque terminé, simplement pour vous montrer que d'autres études ont été réalisées, notamment avec le fameux régime méditerranéen, où donc on avait une consommation plus importante d'huile d'olive et de noix. Eh bien, dans cette étude-là, il y avait plus de 50% de réduction d'apparition du diabète de type 2. Donc, toute une série d'études sont concordantes et montrent la même chose. Le fait de perdre du poids, d'améliorer qualitativement son alimentation, prévient le diabète de type 2. Alors, je vous ai dit que vous toucherez un mot de la chirurgie. Donc là, c'est des patients qui avaient vraiment un excès de poids bien plus important, qu'on a opéré par les techniques de bypass ou de gastroplastie, peu importe. Et vous voyez, la réduction de l'apparition du diabète, c'est près de 80%, parce que là, évidemment, la perte de poids était bien plus importante que les 4-5 kilos. C'était 20-30 kilos, mais vous voyez que le fait d'avoir perdu beaucoup de poids, mais réduit de près de 80% le risque de développer un diabète de type 2. Alors, quelques mots pour terminer, parce qu'on nous interroge souvent, quels sont le rôle des compléments alimentaires, parce qu'il y a pas mal de compléments alimentaires qui sont vendus, prévient le diabète, empêche le diabète. Alors, je vais montrer différents composés, la berbérine, la vitamine D, le ginseng, le chrome, l'acide lipoïque, la vitamine C, coenzyme, il y a toute une série, la cannelle. Alors c'est vrai que sur le fond, ces substances ont un rôle dans l'action de l'insuline, de la sensibilité à l'insuline, c'est indiscutable. Il n'empêche que pour l'instant, il n'y a aucune de ces compléments alimentaires qui a vraiment été étudiée et qui a été validée dans des études d'intervention. Donc on a réalisé certaines études d'intervention, mais ça ne changeait rien à rien. Et donc actuellement, les grandes sociétés scientifiques, que ce soit l'américaine, l'européenne ou la francophone, aucune de ces sociétés ne recommande l'utilisation de ces compléments pour prévenir le diabète. Alors, on peut les prendre éventuellement, mais sachez que c'est relativement, voire tout à fait inefficace. Et donc je conclus, la prise en charge hygiéno-diététique chez les personnes prédiabétiques à risque de devenir diabétiques est vraiment essentielle. Ça va clairement retarder l'apparition du diabète de type 2. Je ne vous ai pas montré, mais il y a toute une série d'études qui démontrent vraiment que le coût-bénéfice est extrêmement favorable, parce que même si on paye entre guillemets l'activité physique en termes de return financier, c'est extrêmement favorable. Ça coûte beaucoup moins cher que les médicaments du diabète par la suite. En plus, on a également montré que le fait de retarder l'apparition du diabète de type 2 allait réduire les fameuses complications du diabète qu'on appelle micro et macrovasculaires. Micro, c'est essentiellement les yeux et les reins. Macro, c'est les gros vaisseaux au niveau du cœur. Donc ça réduit
indiscutablement les complications et ça réduit également la mortalité toute cause. Alors, le difficile évidemment dans ces mesures, c'est qu'elles sont difficiles à suivre au long cours. Je vais montrer dans l'étude DPP, même en investissant des coachs, des nutritionnistes, des diététiciens, on arrivait à perdre 3-4 kilos, donc tout seul dans son coin, c'est encore plus compliqué. Alors je ne vais pas parler non plus, mais lorsqu'on est diabétique, eh bien, c'est au début du diabète, ces mesures diététiques, donc le fait de perdre du poids de 10 à 15% lorsque le diagnostic de diabète est fait, est également extrêmement efficace pour la prise en charge du diabète dans sa période initiale. Voilà, je vais en rester là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr Paco. Donc, je suis Mme Caretta, diététicienne au Bois de l'Abbaye. Donc, c'est avec plaisir que je viens intervenir et expliquer un peu, dédramatiser, en tout cas au niveau de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement du sucre. Mais avant tout, je voulais un peu, en introduction, un peu parler au niveau du métier de la diététicienne. Souvent, quand le médecin nous envoie les patients pensent souvent qu'on est là pour interdire, donner des restrictions, faire en sorte que vous ne pourriez plus manger ce que vous avez envie. Or, la diététique, le mot grec vient du mot grec et veut dire art de vivre. Art de vivre, ça veut dire quoi pour nous diététiciennes? D'abord, de vous écouter. Vous écoutez, de voir un peu vos habitudes alimentaires pour pouvoir repérer éventuellement les erreurs que vous pouvez faire et qui sont des fois responsables d'une augmentation de la glycémie, par exemple, et de voir avec vous ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir changer vos habitudes à long terme. Moi, j'aime bien dire que les gens ne sont pas au régime, mais plutôt en rééquilibrage alimentaire et dire que finalement, on n'est pas au régime, mais on change notre mode alimentaire progressivement, surtout progressivement, parce que si on veut aller trop vite, bien souvent, on fait très vite et très bien les premiers mois les changements, et puis on revient évidemment vers les anciens travers on n'a rien gagné parce que, encore une fois, on fait peut-être des erreurs et on reprend du poids. D'accord ? Alors, donc, moins de sucre, plus d'activité duo gagnant face au diabète. Je pense que M. Paco nous a déjà révélé que c'était la vérité. Mais comment manger moins de sucre ? Le sucre, il faut quand même dire qu'il est adoré par certains et diabolisé par d'autres, et il ne laisse personne indifférent. Alors, dans le sucre, il y a plein de notions. Vous pouvez avoir entendu des sucres simples, des sucres complexes, des sucres lents, des sucres rapides, des sucres à rajouter ou parfois naturellement présents, des sucres avec S, des sucres sans S. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et c'est pour la raison pour laquelle je vais faire un petit rappel. En fait, les sucres, il y a une grande famille. Ça s'appelle les glucides. Okay ? Ces glucides, on en a besoin. On ne doit pas dire qu'on ne doit pas manger de sucre avec S. D'accord ? Il faut manger du sucre parce que M. Paco l'a expliqué aussi. C'est notre carburant. Si on n'en mange pas, le problème, c'est qu'on ira chercher, l'organisme ira chercher ailleurs l'énergie qu'il a besoin pour fonctionner. Ok ? Alors, on va dire que moi, j'ai fait de manière simple le sucre qui est naturellement présent, qui c'est par exemple dans les fruits, où le fruit contient du fructose, dans le lait, dans les féculents. Ce sont des trucs qui sont naturellement présents, qui ont des textures chimiques différentes, soit simples, soit complexes. Mais ces nutriments apportent aussi, ces aliments apportent d'autres nutriments, des vitamines, des sels minéraux, des fibres, dont on a besoin aussi. Ce sont des aliments qu'on va dire plutôt complet entre guillemets. Par contre, le sucre de table est un sucre qui est raffiné, qui n'apporte que des calories, et souvent en jargon diététique, c'est souvent des calories vides, qui en excès, malheureusement, peut faire prendre du poids. D'accord ? Alors en excès, il peut faire prendre du poids, il peut également donner d'autres complications, comme par exemple des problèmes de dents, des caries. Chez certaines personnes, il peut aussi donner des addictions. Ça veut dire que on a toujours envie de manger du sucre et ça peut parfois même devenir en extrême un peu une petite drogue. Donc il faut vraiment faire attention à limiter cette quantité parce que malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut être responsable à forte dose et à trop grande échelle à faire prendre du poids, qui va donner de certaines maladies métaboliques comme le diabète, le prédiabète, les maladies cardiovasculaires et notamment aussi des problèmes au niveau du foie. Alors vous allez me dire, à votre avis, le sucre, il y en a souvent partout. C'est souvent ce qu'on entend dire. Et
c'est pas tout à fait faux. Pourquoi? Parce que l'agroalimentaire, finalement, utilise souvent des sucres pour améliorer, pour changer le goût, pour colorer leurs produits, pour fermenter. Quand on fait une pâte à pizza, on met quand même un peu de sucre dans la levure pour qu'elle puisse fermenter. Quand on prend de la bière, il y a aussi le sucre est aussi un agent fermentant. Au niveau du colorant, il peut être utilisé comme par exemple le caramel peut donner la couleur à certains produits. Bêtement, vos pains français, quand ils sont bien colorés, c'est grâce au sucre finalement qu'ils sont colorés. C'est une réaction de Maillard qu'on appelle, et c'est une coloration finalement naturelle. D'accord? Alors, j'ai ici repris en fait dans la législation les différents sucres, comment on peut les retrouver. Regardez bien, et c'est fort important à l'orthographe. Quand vous n'avez pas de S à sucre, c'est le sucre de table. D'accord? C'est le sucre qu'on ajoute. Quand vous avez sur un paquet de biscuits sucre ajouté, ça veut dire que ce sont des sucres simples qu'on trouve naturellement aussi, mais ce sont simplement, c'est souvent du saccharose, du fructose, du glucose, du sirop de glucose. Donc ce sont des sucres, plusieurs sucres qu'on ajoute, d'accord? Les sucres naturellement présents, c'est les sucres qu'on ne peut pas enlever. Dans le fruit, on ne sait pas enlever. Donc si par exemple, ou dans du lait, on ne sait pas enlever. Dans un yaourt aux fruits, vous avez du sucre qui sera présent par le lait et présent par le fruit. Donc c'est des sucres qui sont naturellement présents dans les aliments qu'on ne sait pas extraire. Après, vous avez des sucres libres, qui sont en fait des sucres utilisés par un terme de l'Organisation mondiale de la santé, dans certaines denrées, principalement les jus de fruits, le miel et le sirop, pour désigner finalement tous les sucres qu'on a vus au-dessus, notamment le saccharose, le fructose et le glucose. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir pour vous, et je vais faire bref au niveau de la lecture de l'étiquette, c'est quand vous allez acheter un produit, de pouvoir détecter et pouvoir reconnaître ces sucres. Vous devez savoir que dans l'étiquetage, à partir du moment où il est marqué sucre, glucides, c'est l'ensemble des sucres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'amidon, donc les chaînes plus longues, les sucres naturellement présents et le sucre parfois ajouté, et puis les polyols qui sont en fait des édulcorants, qui sont des sucres d'alcool, qui sont notamment utilisés pour les biscuits sans sucre chez les patients diabétiques, les marques d'Ambert par exemple, céréales, où vous avez souvent dans la liste des ingrédients des termes qui se terminent par ol, et ce sont en fait des édulcorants qui donnent le goût sucré, qui ont un pouvoir sucrant plus important, parfois avec peu ou pas de calories, ça dépend un peu des édulcorants qu'on utilise. Donc, pour faire bref, dans une étiquette, donc voilà les sucres totaux, où sont les amidons, le sucre et les polyols. Et on peut voir ici glucides, où on a pour une portion, pour 100 grammes, 85 grammes de glucides totaux, pour une portion, 26 grammes. Alors parfois, c'est vrai que même pour nous, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver avec ces sucres sans sucre, avec S sans S, c'est toujours un peu... Et moi, j'aime bien dire à mes patients que c'est important de lire la liste des ingrédients. Et pourquoi la liste des ingrédients? Parce que finalement, dans la liste des ingrédients, il y a une législation. Le premier ingrédient que vous trouvez sur votre liste, c'est l'ingrédient qui est le plus présent dans la préparation. Ça veut dire que si, par exemple, dans un roi commun de soupe, il est marqué sucre, ça veut dire que dans le roi commun de soupe, c'est de l'eau sucrée et salée et il n'y a pas beaucoup de légumes, d'accord? Ici, on peut voir que le sucre n'est pas nécessairement dans les premiers aliments, mais il se retrouve quand même troisième ou quatrième. Donc, ça veut dire qu'il est quand même assez bien présent et donc il faut peut-être faire attention. Il y a d'autres produits qui peuvent apporter du sucre, où là, on voit ici sirop de glucose, qui est aussi un peu un sucre, aussi, qui a aussi une autre façon de marquer le sucre. D'accord? Alors, je vais faire un peu des questions et voir un peu ce que vous pensez. Donc, tout le monde mange, tout le monde pense savoir ce qu'on mange. Mais on a quand même pas mal de fausses idées ou des idées reçues par rapport à tous ces sucres. Alors, à votre avis, quand vous mangez du sucre de canne, est-ce que c'est plus sain que le sucre blanc? Alors, vous pouvez lever le doigt si vous voulez, si vous êtes d'accord. Qui est d'accord? Alors, en fait, le sucre de canne
c'est la même chose que le sucre blanc. C'est la même chose, c'est juste qu'il est un peu moins raffiné. D'accord? Donc, il apporte le même nombre de calories. Ce sera aussi un sucre qui n'est pas nécessairement indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Il faut savoir que ce sucre, si même il contient un tout petit peu de fibres pour avoir un effet bénéfique, il faut qu'on en consomme quand même assez bien. En consommer assez bien, ça veut dire plus de calories et ça veut dire... Donc, ce n'est pas l'idéal. OK ? Alors, le miel est naturel et donc, il ne contient pas de sucre. Qui est d'accord ? Qui consomme du miel, qui pense que à la place du sucre? Alors, bien qu'il soit naturel, d'accord, le miel contient entre 70 et 80% de sucre. Alors l'avantage, c'est vrai qu'il a un pouvoir sucrant plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à quantité égale, vous allez avoir un goût plus sucré si vous mettez du miel que si vous mettez du sucre. Donc c'est vrai que si vous mettez moins pour avoir le même goût, on peut avoir un bénéfice au niveau des calories. Mais pensez que je vais manger du miel parce que c'est meilleur et en manger 2 fois plus, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. D'accord? Ah, évidemment, il y a peut-être d'autres bienfaits pour les maux de gorge, etc. Ça peut-être, mais en tout cas, en termes... Alors, il y a pas grand... Enfin, il y a un peu de vitamines dedans, ça c'est vrai, mais voilà, je vais dire, si vous dites, je vais me prendre beaucoup de miel, et ça reste quand même quelque chose qui apporte pas mal de calories, il faut quand même faire attention. Et tout à l'heure, on va voir avec un bête exemple sur une journée finalement de tasses de café, on se rendra vite compte qu'on dépasse beaucoup et très rapidement la quantité de sucre ajouté qu'on a droit. Donc le pain gris contient moins de glucides, donc moins d'amidon, on va dire, que le pain blanc. Alors, je vais décevoir beaucoup, mais pain blanc ou pain gris, en termes de glucides, il n'y a pas une grosse différence. Il faut vous dire que pour avoir la quantité de glucides d'un pain, par exemple, vous regardez la quantité que vous consommez. Donc, si par exemple vous consommez 100 grammes de pain, que ce soit gris ou blanc, vous avez quand même 50 grammes de glucides. Évidemment, ce n'est pas les mêmes glucides qu'il y a dans le sucre de canne. Ce sont des sucres complexes dont on a besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Je dis juste que c'est la même chose. Maintenant, on va privilégier quand même le pain gris. Pourquoi? Parce qu'il sera plus riche en fibres, qu'il aura un effet quand même plus rassasiant. Ça veut dire que vous allez être plus vite rassasié qu'avec le pain blanc, donc en manger certainement moins. Et ça permettra au niveau de la glycémie de ne pas avoir un pic après avoir mangé du pain aussi important que si vous mangez du pain blanc. D'accord? On verra plus tard que la mixité au niveau des assiettes est importante aussi. Alors, le jus de fruits sont moins sucrés que les sodas. Alors, naturel ou du commerce, comme vous le souhaitez. Enfin, voilà, dites-moi. Vous pensez que le naturel est moins sucré que celui... Donc, il est vrai que c'est plus ou moins la même quantité de sucre. D'accord? Alors, évidemment, le jus de fruits, on parlait tout à l'heure du miel et des vitamines. Évidemment, le jus de fruits... S'il est pressé, si on garde la pulpe avec le jus de fruits, il est évident que c'est quand même toujours mieux de prendre un petit verre de jus de fruits qu'un verre de coca. Ça, je ne discute pas. Mais se dire que je vais boire, il y en a beaucoup dans les patients qui disent « Ah ben non, j'ai arrêté le coca, mais j'ai pris notamment dans les diabètes Gesta, elle remplace un peu les boissons soda par des jus de fruits. » Mais sur l'effet de la glycémie, malheureusement, c'est exactement la même chose. Et voilà, c'est aussi calorique aussi. Donc, à prendre certainement avec modération. Et on verra plus tard dans l'organisation d'une journée idéale que finalement, un fruit aura peut-être beaucoup plus de vertus qu'un jus de fruits. Alors, à votre avis, des aliments comme les chips, les viandes panées, est-ce que ça contient du sucre? Ah, ça, c'est bien, parce que ça, c'est rare. Effectivement, il faut toujours ne pas confondre le goût et le contenu.
Toujours penser finalement à la matière première, donc chips, un biscuit, ça reste toujours de la farine, ça reste toujours de l'amidon. Alors évidemment, le bémol en plus, c'est que c'est quand même cuit dans de la matière grasse, que ces matières grasses sont souvent des matières grasses végétales pas toujours de bonne qualité et qui ont aussi beaucoup d'effets délétères au niveau de votre santé et aussi au niveau du diabète. Alors parfois j'entends, moi je mange le sucré avant parce que la résorption de sucre va être différente ou ça ne donnera pas trop d'envie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il faut se dire qu'une fois qu'on mange, tout est mélangé dans l'estomac, mais il y a quand même une petite nuance. Chez le patient diabétique, il est vrai que si on a envie de manger un sucré, on va quand même toujours, nous, au niveau diététique, le préconiser en fin de repas. Alors pourquoi en fin de repas? Parce qu'il y aura, quand vous avez un repas complet, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que vous allez quand même manger des protéines par la viande ou par votre poisson. Vous allez manger, si vous mangez assez bien de légumes, vous allez avoir des fibres. Vous allez peut-être avoir aussi certainement un apport en féculents. Déjà, en fin de repas, on a déjà un peu moins faim. Donc, on sait déjà se limiter. Qu'à 4 heures, on va peut-être se lâcher sur 3 crêpes et qu'en fin de repas, on va finir par une petite crêpe. D'accord? Et effectivement, dans le bolus, ce sera quand même mélangé et au niveau de la glycémie, il y aura moins de répercussions post-prandiales. Donc, après le repas, la glycémie montera certainement moins haute que si vous aviez mangé votre morceau de gâteau à 4 heures avec votre petit café et évidemment engendrer des hyperglycémies après, d'accord? Alors, à votre avis, consommer trop de sucre rend diabétique? Monsieur Paco a donné un peu la réponse tout à l'heure. Alors, indirectement, je vais dire, ça va dépendre évidemment de la prévalence de développer un diabète. On a bien vu tout à l'heure, M. Paco a bien expliqué que parfois des patients en gros excès de poids ne développent jamais un diabète. Par contre, parfois, chez certains patients en prévalence et quand on a une alimentation qui n'est pas tout à fait bien équilibrée et riche en sucre et riche en matières grasses de mauvaise qualité, on a une prévalence, on peut évidemment malheureusement développer certaines maladies comme le diabète et commencer par le prédiabète aussi. Tout simplement parce qu'on va prendre du poids et c'est cette obésité qui va être la conséquence finalement de développer quand on est prédisposé le diabète. Alors ça j'ai entendu tout à l'heure. Quand on est diabétique, on ne peut pas manger de sucre. À votre avis, y a-t-il des patients diabétiques dans la salle? D'accord. Alors, il faut savoir que, en tout cas, rien n'est interdit chez le patient diabétique. Tout est une question de fréquence et d'équilibre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai entendu tout à l'heure qu'une dame disait on ne peut pas manger de cerises, ou il y en a qui disent on ne peut pas manger de bananes. Je pense que le rôle de la diététicienne, c'est de vous apprendre à quel moment et comment il faut manger les aliments qui vont avoir un impact plus important sur la glycémie. Se dire que les aliments sont interdits, c'est aussi induire finalement une envie encore plus importante de manger l'aliment. Et on n'a rien gagné. Donc finalement, quand on a peut-être envie de faire comme tout le monde, de manger un petit morceau de gâteau, manger quelque chose, un petit biscuit, c'est de choisir le bon moment. C'est aussi de choisir et de profiter de ce moment sans se culpabiliser, mais revenir en tous les cas après à de bonnes habitudes qu'on a essayé de vous inculquer. D'accord ? Alors le sucre appelle le sucre. En effet. Alors malheureusement, c'est vrai que il y a aussi, quand vous consommez des produits sucrés, votre glycémie augmente. Et puis parfois, il y a aussi un peu une rebaisse de la glycémie à distance du repas qui fait que on se sent peut-être pas bien. Il y en a chez certains qui transpirent, etc., et qui ont besoin de sucre et qui remangent du sucre et qui continuent. Et puis finalement, on s'habitue. Il y a aussi finalement
L'éducation, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on était petit, parfois, on trempait la sucette dans le sucre pour nous faire taire, parce que c'était plus agréable. On a quand même aussi une prévalence pour les produits sucrés. L'homme aime le sucré, c'est un goût qu'on aime. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à une addiction et une envie avoir envie toujours de manger du sucre. Alors, aujourd'hui était aussi un peu de vous donner des idées pour essayer de diminuer. Alors, la première règle, c'est d'essayer de diminuer la quantité qu'on prend initialement. Si, par exemple, il fait froid, pour l'instant, on boit peut-être plus de boissons chaudes. Si on prend, par exemple, 7 cafés avec 2 petits morceaux de sucre sur la journée, on a pris 10 morceaux de sucre. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais 10 morceaux de sucre, ça fait 50 grammes, ça fait plus ou moins déjà 200 calories. Et ces 10 morceaux de sucre, par rapport à un besoin énergétique moyen de chez Monsieur Tout-le-Monde de 2000 calories, ou les glucides, donc ça veut dire les amidons, les sucres naturellement présents, doivent être présents plus ou moins à 50% de notre apport énergétique. Donc si je prends 2000 calories, je prends 1000 calories sous forme de glucides. 1 gramme de glucides, 4 kilocalories. Donc, on a besoin plus ou moins de 250 grammes de glucides sur sa journée. Les 5 sucres, les 10 sucres dans votre tasse de café, ça représente déjà un 5e. Donc, c'est déjà beaucoup. Si on ajoute un petit jus de fruits le matin parce que on est constipé, on se dit c'est naturel, je vais presser 2 oranges. Vous voyez, ça, on y est vite. D'accord ? Alors que normalement, on ne devrait pas dépasser les 10% des 250. Donc ça veut dire plus ou moins 25 grammes. Quoi. Donc on est très vite dans une surconsommation finalement de sucre. De sucre de table, d'accord ? Alors comment on peut aussi diminuer ? Quand on cuisine, on peut aussi remplacer 100 grammes de sucre par 100 grammes de compote. Alors vous allez me dire, la compote, c'est des pommes. Oui, des pommes, mais 100 grammes de compote, ça fait plus ou moins 10 ou 12 grammes de sucre, grand maximum 15 grammes si vous n'ajoutez pas de sucre, d'accord ? Donc, à quantité égale, on est quand même nettement moins en quantité de sucre, d'accord ? On peut également remplacer ce sucre par 2 bananes. Alors j'ai entendu, je sais qu'on pense que quand on est diabétique, on ne peut pas manger ou prendre des bananes. Encore une fois, on peut en prendre. Il ne faut pas oublier que dans une préparation, vous mettez 2 bananes. Vous n'allez pas manger tout le cake, vous allez manger une tranche. Donc, c'est une petite quantité. Les bananes ne sont pas interdites et prises peut-être en fin de repas ou quand il y a une activité physique. Ce n'est en tous les cas pas interdit. D'accord ? Alors, on peut aussi remplacer par des purées de dattes. Donc, on met des dattes dans du lait, on laisse un peu macérer pendant 1 heure, 1 heure et demie, on mixe et ça peut remplacer aussi le sucre ajouté qu'on met dans des préparations. On a dit tout à l'heure que le miel était quand même un pouvoir sucrant plus important, on en met moins. Donc, le sirop de miel, le sirop d'agave peuvent aussi être pris en préparation. D'accord ? On peut également utiliser des arômes, notamment la vanille, la cannelle, les amandes, du gingembre. On peut remplacer le sucre par de l'édulcorance de cuisson, qui est en fait du sucre issu du bouleau, qui est le xylitol, qui en quantité égale donne le même pouvoir sucrant. Et parfois, pour donner de la masse, râper une courgette donne aussi dans un gâteau un peu de masse. Quand vous utilisez par exemple moins de sucre, ça peut donner de la masse et toujours avoir un gâteau qui sera quand même onctueux. Donc ça, c'est un peu des aspects pratiques finalement au niveau cuisine. Alors, certains ont parlé peut-être de nouveaux sucres ou de sucre, vous avez vu dans les rayons du sirop d'agave, du sucre de coco. Ce sont tous des sucres effectivement naturels, mais qui ont quand même toujours plus ou moins le même apport calorique, qui ont parfois des pouvoirs sucrants différents, notamment donc le miel, le sirop d'agave, qu'on peut utiliser en plus petite quantité dans les préparations, mais ça reste quand même du sucre et c'est toujours à consommer avec modération. Alors, à quoi correspond une alimentation équilibrée ? Une alimentation équilibrée, il faut savoir que le patient diabétique ou pas,
Mais en tout cas, ce qu'on préconise comme alimentation pour le patient diabétique, c'est l'alimentation que tout le monde devrait avoir. Ça veut dire une alimentation qui sera, en tous les cas, riche en fibres, et on verra comment, d'accord, et limitée en graisse, principalement donc des graisses animales. M. Paco disait tout à l'heure qu'effectivement, ce sont des graisses aussi qui peuvent être responsables de certaines, et aussi responsables de l'obésité et développer certaines maladies, et limitée en sucre. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu cette fameuse pyramide alimentaire où on vous suggère, en fonction de l'étage, l'importance que les aliments doivent être pris dans la journée. On voit que la base de la pyramide alimentaire, ça reste l'activité physique. Effectivement, si on arrive déjà à faire 3 fois semaine, 30 minutes, c'est bien, c'est déjà pas mal, d'accord ? On voit que l'eau et l'hydratation est à la base de la pyramide, donc on doit essayer de boire plus ou moins 1,5 litre d'eau par jour. Et puis on voit plus on avance dans la pyramide, plus finalement les aliments doivent être consommés de manière limitée. Alors moi j'aime bien de plutôt représenter ça sur des assiettes et sur la répartition d'une journée, parce que c'est bien plus parlant que cette pyramide. Et c'est vers quoi on essaye d'aller, vers une alimentation équilibrée. Donc on voit que la base évidemment c'est l'eau, et puis on voit une structure de repas matin, midi et soir sur une assiette pour voir un peu, et on va voir repas par repas finalement de quoi devrait être composée l'assiette. Alors le déjeuner reste quand même le repas le plus important, il ne faut pas sauter, d'accord. Bien souvent, dans nos habitudes, qui déjeune avec du sucré ? Oui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment quand même le sucré le matin. Et souvent, sur les tartines, on met souvent une confiture. Alors, c'est pas que c'est interdit, mais l'idéal, c'est quand même si on le fait, de pouvoir mettre sur une tranche de pain de la confiture et peut-être l'autre tranche de pain accompagnée d'un peu de fromage ou de charcuterie maigre pour justement éviter ce sucre appelle le sucre, finalement. D'accord ? Donc, on va regarder ici donc, dans l'assiette, on voit qu'il y a une répartition égale entre le pain, la garniture et le fruit. On essaie de privilégier donc des céréales complètes. Donc on peut commencer par du pain déjà millénaire où on est à 3/4 blanc, 1/4 gris quand on n'aime pas du tout le pain gris. Et puis quand on s'habitue, c'est d'essayer d'avancer et d'aller vers un pain gris ou un pain complet. On peut remplacer ce pain par d'autres choses comme des céréales. Faire attention quand même aux céréales. Il faut que les céréales soient le plus brut possible, ça veut dire le moins travaillé possible. Ça veut dire que on va privilégier plutôt les flocons d'avoine, plutôt les mueslis, les granolas, même préparés maison, d'accord. On va essayer d'avoir une garniture plutôt protéique qui va nous donner quand même cet effet de satiété et qui va permettre d'éviter les fringales ou parfois le coup de pompe après 1 heure après avoir déjeuné avec une tranche de pain, une confiture et un jus de fruits, ce qui peut souvent arriver. On complète par produits laitiers et idéalement, on essaie de terminer par un fruit de saison pour avoir quand même les vitamines et les sels minéraux et suffisamment de fibres. Alors, on voit mal l'assiette malheureusement, mais on voit que l'assiette, aussi bien du repas chaud que le repas de midi, est plus ou moins composée de la même manière. Et on voit que la partie la plus importante, ça reste les légumes. Les légumes, pourquoi ? Parce que ça contient des fibres. Pour le patient diabétique, ça va être un effet positif pour éviter que la glycémie ne monte trop haut après le repas. Et ce qui est principalement important chez le patient diabétique aussi, c'est que la quantité de féculents reste plus ou moins constante de jour en jour pour éviter trop les fluctuations de glycémie. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes diabétique, si vous avez un jour, vous mangez 2 petites pommes de terre avec beaucoup de légumes et un morceau de viande, votre glycémie va monter modérément. Par contre, si le lendemain, vous mangez une bonne assiette de pâtes ou au beurre avec un peu de fromage, la quantité de glucides dans votre assiette sera beaucoup plus importante et la glycémie va monter beaucoup plus haut, ce qui peut être un peu aussi délétère pour l'équilibre du diabète. Et quand on est parfois prédiabétique, donc entre 100 et 126, aussi augmenter avec la résistance de l'insuline, finalement,
être plus vite stockés et donc prendre du poids ou maintenir en tout cas le poids qu'on a si on mange des produits qui vont faire augmenter très fort la glycémie après le repas. Donc, au niveau des féculents, donc c'est un quart d'assiette. On va essayer d'introduire certaines, pourquoi pas, essayer d'introduire des nouvelles céréales, maintenant quand même assez bien consommées, comme le quinoa, les blés, le boulgour, qui ont des céréales un peu plus riches en fibres et aussi en protéines. On va préférer des cuissons plutôt al dente, tout simplement parce que plus l'aliment va être cuit, plus il va avoir un effet sur la glycémie. On va essayer de garder un quart d'assiette. On va privilégier plutôt les céréales plus complètes, donc des pâtes complètes ou du riz complet si on aime, et en quantité équivalente quand on est diabétique. Au niveau des viandes et des poissons, on essaye de varier au maximum sur la semaine pour avoir un bon équilibre. Donc on n'interdit pas nécessairement une viande grasse, mais il ne faut pas qu'elle soit là de manière présente 5 fois semaine. Donc on va prendre une fois de la volaille, par exemple, une fois un filet pur de porc qui est moins gras, une viande hachée, un poisson, enfin ça on voit ensemble quand on vient en consultation. On essaye de bien ventiler aussi pour la qualité de la graisse, parce qu'on sait que les graisses animales sont malheureusement délétères à la fois pour le cœur et aussi pour le diabète. On va privilégier le poisson au minimum une fois par semaine. Il faut que ce soit un quart d'assiette. Malheureusement, dans nos anamnèses alimentaires, on remarque quand même que la portion de viande reste quand même trop importante par rapport à ce qu'on devrait essayer de consommer. Donc les légumes, ça j'ai déjà parlé. Repas froid, c'est exactement la même proportion. Et j'aime bien dire, c'est un peu plus difficile au niveau de nos habitudes en Belgique de consommer des légumes avec nos tartines, parce que bien souvent, si on fait de la soupe, on trempe la tartine de beurre dans la soupe, et c'est rare quand on accompagne une petite salade, nos tartines avec une petite salade. Donc c'est essayer vraiment d'inclure ces légumes avec le repas froid. Ça a une importance tant pour, si on veut perdre du poids, pour pouvoir limiter la quantité de féculents, et si on est patient diabétique, pour pouvoir en tout cas contrôler la glycémie après le repas, toujours de la même façon que pour le repas chaud. Alors, on n'oublie pas l'hydratation. L'hydratation, l'eau reste la seule boisson indispensable. On essaye d'arriver à 1,5 litre par jour. Évidemment, on fait attention aux boissons alcoolisées et sucrées, et notamment aussi, peut-être faire aussi attention à certaines boissons, aux boissons zéro, sans sucre, qui maintiennent quand même aussi un peu l'envie de sucre. Alors ça peut être une bonne alternative, c'est vrai, si on est sur une terrasse et que on a envie de boire autre chose que de l'eau, on peut peut-être se permettre un soda zéro, mais ça ne doit en aucun cas, parce que ça ne contient pas de calories, remplacer l'eau. L'eau reste la seule boisson vraiment importante et nécessaire pour l'hydratation de notre corps. Alors finalement, on a vu quand même que le sucre, il était quand même bien utilisé et fréquemment utilisé dans les préparations du commerce. Et pour en consommer moins, il faut revenir à des préparations maison. Je pense qu'à partir du moment où vous cuisinez vous-même, vous savez ce que vous mettez dans vos préparations, vous savez la quantité de matière grasse que vous allez utiliser, vous savez la quantité de sel que vous allez utiliser. Si vous faites une potée aux carottes, vous n'allez peut-être pas rajouter du sucre. Si vous faites une sauce bolo, vous n'allez pas nécessairement enlever le sucre mettre du sucre pour enlever l'acidité, mais plutôt utiliser une carotte, par exemple. Donc, on maîtrise nettement mieux quand on prépare soi-même. Préparer soi-même, on a des modes de cuisson quand même relativement simples et agréables, faciles à mettre en place. Il y a aussi pas mal d'ustensiles, notamment comme le cookéo, parfois les cuissons vapeur qui peuvent aider à cuire rapidement plusieurs produits sainement, sans trop ajouter de matière grasse et garder quand même beaucoup de saveur. Alors, je voulais faire un petit mot aussi pour finir sur les extras. C'est un peu la
pointe de la pyramide. C'est un peu ce qu'on aime manger et ce qui est parfois un peu plus délétère. Donc, c'est vrai que ces extras qui sont à la pointe de la pyramide, qui sont en fait toutes les sucreries, tous les biscuits, etc., c'est quand même un plaisir et on aime quand même les manger. Je pense que les enlever de notre alimentation, ce serait quand même très difficile. Et il faut quand même bien choisir le moment, de préférence en fin de repas. Les inclure dans une alimentation équilibrée et avec modération. Modération, ça ne veut pas dire par jour, hein. C'est quand même essayer de limiter sur la semaine. Parce que, comme le dicton dit, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui va faire le poison. Donc plus on va en manger, malheureusement, moins ce sera bon pour la santé. Et je termine que notre alimentation soit notre seule médecine, je dirais notre première médecine, parce qu'en fait, c'est ce que vous allez mettre dans votre assiette qui va, si vous êtes diabétique, faire fluctuer votre glycémie. Si vous êtes prédiabétique, c'est ce que vous allez mettre effectivement dans l'assiette avec l'activité physique qui va vous permettre de faire perdre du poids et à améliorer en tous les cas votre qualité de vie et votre espérance de vie. C'est vraiment primordial. Et il faut rappeler qu'on est là pour ça, pour vous aider. Donc je pense qu'il faut peut-être, je vais encore le rappeler une dernière fois, mais que la diététicienne n'est pas là pour interdire, mais c'est vraiment une collaboration avec les patients, d'essayer de comprendre comment vous mangez, ce que vous êtes mangé, et surtout ce que vous êtes capable de changer. Quand on vient en consultation, moi j'aime bien de voir un peu avec le patient qu'est-ce que vous êtes capable de changer et d'aller de manière progressive. Et il est vrai que ça prend parfois un peu plus de temps. Mais l'important, c'est que quand on comprend qu'il faut changer les erreurs qu'on fait, on le comprend et on le fait à long terme. Il faut comprendre que malheureusement, le diabète, c'est une maladie qui évolue et qui est chronique et que les changements qu'on met en place, c'est pas comme quand on a mal à la tête, on prend d'Afalgan, on n'a plus mal. Là, les changements, ils doivent être pris en pleine conscience et ils doivent être maintenus tout au long de notre vie. Et c'est ce qui est finalement le plus difficile, je pense, parce que je pense que autant prendre un médicament, faire une injection, je pense que c'est rare quand on a des patients qui refusent. Mais franchement, mon travail au sein de la Convention Diabète, je peux vous dire que c'est tous les jours un combat d'essayer de faire comprendre à nos patients, à vous faire comprendre qu'il est primordial d'essayer de changer, qu'il est essayer de changer à long terme. Et je comprends que ce n'est pas facile. Je peux comprendre que parfois, on a envie de lâcher prise, on a envie de foutre tout en l'air et de se dire cette maladie, on s'en fout. Mais malheureusement, elle donne pas mal de dégâts et je pense que c'est en collaboration avec l'équipe soignante, avec les infirmières, avec la diététicienne et le diabétologue qu'on arrive à avoir, en tout cas, une meilleure compliance et retarder toutes les complications que cette maladie peut donner. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Moi, je voulais juste poser la question, qu'est-ce que vous pensez des médicaments style metformine, etc. Est-ce que ça aide réellement? Est-ce que ça permet peut-être de réduire un petit peu aussi une perte de poids? Ou c'est juste pour stabiliser l'insuline? Alors, la metformine dont vous parlez, c'est un médicament du diabète de type 2. D'accord ? C'est un médicament qui doit être donné dans le diabète de type 2. Et dans le diabète de type 2, c'est un médicament extraordinairement efficace pour faire chuter la glycémie et également qui a toute une série d'effets bénéfiques sur les complications, notamment les complications cardiovasculaires. Donc dans le diabète de type 2, ça ne se discute pas, ça reste le premier choix. Le problème de la metformine, c'est qu'elle est souvent donnée en dehors du diabète. Et ça, c'est une mauvaise indication. Alors, autant si on est prédiabétique, on peut l'envisager. Mais elle est parfois donnée tout à fait en dehors de ces indications-là. Quelqu'un qui est absolument pas diabétique, ni prédiabétique, et on le donne dans le cadre d'un excès de poids. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, ça change un peu, mais jusqu'à présent, il n'y a quand même pas beaucoup de médicaments qui sont efficaces dans l'excès de poids. Et le médecin, parfois, est un peu découragé et finalement donne de la metformine. Il la donne d'autant plus volontiers que, comme c'est un médicament pour le diabète, il est totalement remboursé. Donc il ne coûte rien. Mais elle est remboursée pour les diabétiques. Mais sauf que quand on le donne en dehors du diabète, elle est quand même totalement remboursée.
c'est un mauvais médicament pour perdre du poids. C'est très peu efficace, ça fait perdre 2-3 kilos, ça ne change rien du tout. Donc en dehors du diabète, ça ne devrait pas être donné. Soit dit en passant, la metformine peut avoir des effets indésirables, parfois très sévères. Et donc, le prescrire en dehors du diabète, si un effet indésirable survient, d'un point de vue médico-légal, c'est pour la pomme du médecin. Il ne peut pas la prescrire. C'est un médicament du diabète de type 2. Donc dans le diabète de type 2, certainement. En dehors du diabète, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'agroalimentaire use et abuse du sucre dans beaucoup de produits. Est-ce que les professionnels de la santé dont vous faites partie estiment que le ministère de la Santé fait suffisamment pour légiférer cet abus-là? Parce qu'il y a quand même une conséquence aussi sur la surcharge pondérale des enfants de plus en plus grande, quoi. Alors, je pense que la surcharge pondérale chez les enfants ne vient pas nécessairement uniquement rien que de l'agroalimentaire. Effectivement, je pense que de plus en plus, nos jeunes adultes cuisinent peut-être un peu moins, ont moins l'habitude de bien cuisiner et donc de prendre des produits déjà préparés. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est que c'est des produits qui sont quand même un peu des sucres transformés. Et ces sucres transformés, évidemment, ça fait prendre du poids, mais ça a aussi d'autres conséquences sur la santé. Maintenant, au niveau ministre, évidemment, on pourrait toujours mieux faire. Je pense que la prévention, ce n'est pas toujours dans leur priorité, je pense, et M. Paco va certainement dire encore plus, mais je pense que c'est vrai qu'on devrait légiférer, faire plus attention aux produits qu'on y ajoute. Maintenant, l'obésité, il y a aussi la sédentarité, hein. Je pense que nos jeunes, ils sont devant leur écran, ils ne bougent pas beaucoup, hein. On n'a pas beaucoup qui font du sport et qui aussi mangent pas toujours correctement. Alors, je vous rejoins, hein, mais il y a beaucoup de choses à la question. En 2 mots, légiférer certainement, sauf que d'abord, c'est extrêmement compliqué en Belgique, parce que ça dépend de toute une série de niveaux de pouvoir qui est différent. Par ailleurs, légiférer, ça veut dire quoi? Interdire un produit qui n'est pas objectivement nocif et toxique, même si en consommation excessive il le devient, c'est très difficile. Donc je crois que ce qu'il faut, et ce qui n'est pas suffisamment fait en Belgique, on est souvent pointé du doigt au niveau de l'OCDE, c'est toute la politique préventive. Autant au niveau de l'aspect thérapeutique, curatif, avec les médicaments, on en a beaucoup dans le diabète et c'est très bien, mais toute la politique préventive n'est pas du tout développée. Et c'est vrai que ça devrait presque être une cause nationale de faire bouger tout le monde. Parce que quand on voit l'argent, mais fou, des traitements médicamenteux, alors c'est vrai, on disait, favoriser le sport, même payer des salles de sport, ça coûterait de l'argent, mais ça coûterait infiniment moins cher que le budget médicament. D'autre part, l'activité physique, elle sera favorable pour le poids, pour le diabète, mais elle est favorable dans des tas d'autres choses, pour l'asthme, pour la relation de la BPCO, pour le cancer, enfin, l'activité physique est excellente quasiment pour tout. Donc là, vraiment, l'aspect préventif est négligé pour plein de raisons, parce qu'on sait également qu'en Belgique, c'est une terre d'industrie pharmaceutique, c'est beaucoup d'emplois, donc il y a les choses ne sont pas simples, hein, mais je pense que la politique de prévention, c'est vraiment une cause nationale qui devrait être développée absolument, parce qu'autrement, on va dans le mur, parce que ces médicaments coûtent de plus en plus cher, vous le voyez bien avec le Ozempic et tout ça, ça coûte un fric fou. Alors c'est efficace, mais on met des médicaments sur des médicaments en ne changeant rien à la base, et donc ça coûte de plus en plus cher, on réduit un peu les choses, alors qu'il y a quand même un traitement de base, une prévention de base très efficace, qui coûterait de l'argent, mais qui en return financier serait extraordinairement efficace. Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir votre avis quant à l'utilisation d'Ozempic afin de perdre du poids alors que l'on n'est pas diabétique. Merci. Large débat. Donc, pour que les choses soient claires, donc les médicaments de la gamme de l'Ozempic, donc c'est le sémaglutide, ont été effectivement développés au départ dans le traitement du diabète de type 2. Pour 2 effets. L'effet principal, c'est qu'il fait chuter le sucre. Donc c'était surtout ça son effet. Et puis, accessoirement, on s'est aperçu que ce médicament faisait perdre du poids. Non. Et puis, par ailleurs, on s'est aperçu également qu'il y avait un effet protecteur cardiovasculaire remarquable. Et évidemment, compte tenu de l'effet perdre de poids, en dehors du diabète,
je disais tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup de médicaments dans le domaine de l'obésité, on voit immédiatement la porte qui s'est ouverte. D'autant que donc l'Ozempic, en fait, il est commercialisé, c'est 1 mg par semaine. La firme qui le commercialise a sorti un produit beaucoup plus puissant, à 2,4, donc presque 2,5 fois plus dosé, qui s'appelle le Wegovy, qui montre des effets remarquables sur le poids. Il est commercialisé dans d'autres pays, aux États-Unis, etc. Il n'arrive pas en Belgique tellement il est utilisé. Et donc, forcément, il y a une dérive de l'Ozempic en dehors du diabète vers l'excès de poids. Alors, pour l'instant, il n'est pas enregistré pour l'excès de poids, mais c'est sûr que c'est un traitement qui est efficace dans le cas de l'excès de poids, mais d'un réel excès de poids, pas pour perdre 2 kilos. C'est des patients qui ont un des BMI, comme je vais montrer, supérieur à 30, voire à 35 kilos par mètre carré. Là, on peut l'envisager. Sauf que pour l'instant, en Belgique, on est ennuyé parce qu'il n'y a plus de médicaments, il n'est plus disponible. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux le réserver aux patients diabétiques qui en ont un petit peu plus besoin, mais quoique. Et puis, dans un deuxième temps, quand l'Ozempic sera disponible, et surtout quand la forme dans le traitement du poids, le Wegovy arrivera, le réserver, celui-là, pour la prise en charge de l'excès de poids. Oui. Je voulais peut-être juste ajouter que ces molécules aident à perdre du poids, mais il faut quand même avoir un équilibre alimentaire. Il faut avoir de bonnes habitudes parce que malheureusement, nous, on voit aussi des patients sous Ozempic et nos patients parfois même diabétiques qui perdent au départ un peu du poids et puis qui reprennent parce que au départ, l'alimentation n'était pas toujours bien équilibrée. Donc, comme pour tout, finalement, ça passe aussi par l'assiette. Merci, docteur. Merci, Madame Caretta. Merci à vous. Merci à la province. Merci à Cathy Firquet. Merci à Madame Dejon-Galère-Léchefine en charge du PCS. Merci au CPS de Fléron.